Nous accueillons Marie Ballas, qui est archéozoologue. Donc, archéozoologue, je ne savais pas que ça existait, et qui est chargée de recherche au CNRS dans le cadre du Muséum d'histoire naturelle. Donc, peut-être un mot sur ce que c'est que l'archéozoologie. L'archéozoologie, c'est l'étude de la relation entre l'homme et l'animal, mais à partir des vestiges qu'on retrouve en contexte archéologique. D'accord. Alors, j'ai évoqué ces débats sur l'élevage. Ce qui est caractéristique de ce débat, c'est qu'à aucun moment il n'est question de l'histoire. C'est-à-dire à aucun moment on envisage que la question de l'élevage est une question ancienne, qu'elle est une préoccupation ancienne. Et donc ça pèse dans le débat. Ça pèse puisqu'on regarde l'élevage comme si il venait de naître. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est à partir de quand peut-on parler d'élevage? À partir de quand apparaît la question de l'élevage? Alors l'histoire de l'élevage, c'est une histoire très ancienne, puisqu'on décèle les premiers indices de l'élevage il y a à peu près 11 000 ans. On est au milieu du 9e millénaire avant Jésus-Christ, au Proche-Orient. C'est à cette époque que sont domestiqués le bœuf, la chèvre, le mouton, le porc, ces 4 espèces à peu près au même moment. Et le foyer principal de domestication, on le situe aujourd'hui dans le Taurus oriental, c'est-à-dire l'actuel Kurdistan en Turquie. Alors, il y a eu des domestications qui sont survenues après, mais c'est le foyer proche-oriental qui est le plus ancien. Et pour resituer ça à peu près dans le processus de la néolithisation, l'élevage intervient à peu près 3000 ans après les premiers indices d'une sédentarisation partielle, un peu plus de 1000 ans après les premières plantes domestiques, mais on est 2000 ans avant l'invention des céramiques. Donc on est dans ce qu'on appelle le néolithique pré-céramique, le néolithique pré-céramique B, qu'on appelle aussi le PPNB. L'élevage, en fait, la naissance de l'élevage a été précédée par au moins une autre domestication animale, celle du chien, qui lui est antérieure de plusieurs millénaires, puisqu'on retrouve des vestiges de chiens domestiques environ 16 000 ans avant Jésus-Christ, en Europe, dans la culture du Magdalénien, et également au Proche-Orient, dans la culture du Natoufien. Et ce sont des sociétés de chasseurs qui domestiquent ce chien à partir du loup. Et ces sociétés de chasseurs vont demeurer des sociétés de chasseurs pendant encore plusieurs millénaires. Donc on imagine que ce chien il était présent lors de la chasse. On peut aussi probablement lui prêter un rôle de protection, probablement contre les autres prédateurs. On ne le mange pas. On le mange aussi parfois, si. D'accord. On est là en fait dans un processus qui intervient suffisamment tôt, plusieurs millénaires avant l'élevage des bovins, des caprinés et des porcins, pour qu'on considère aujourd'hui qu'il s'agit d'événements complètement déconnectés. En fait, ce sont probablement des domestications de nature différente. Et quant au chat, il est présent également assez tôt dans les villages du Proche-Orient, dès le début du PPNB. Et au départ, c'est probablement un chat commensal qui se rapproche des sociétés humaines, c'est-à-dire un animal commensal. C'est un animal qui va vivre avec les hommes, qui va se rapprocher des habitats humains pour se nourrir aux dépens de l'homme, mais sans lui nuire. On connaît tous, par exemple, l'exemple de la souris commensale. Et c'est justement, probablement, la présence de la souris commensale dans ces villages du PPNB dans lesquels on commence à stocker des céréales, qui est également la raison de la présence du chat dans ces villages. Alors on stocke des céréales, du coup il y a des souris qui arrivent, et du comme coup, il y a des souris qui arrivent, il y a des voilà. chats, et du coup vient l'idée de domestiquer les chats. Et c'est comme ça que le chat entre en tout cas dans la sphère familiale. de l'homme. Voilà. D'accord. Donc évidemment, on est là assez loin de l'élevage. C'est-à-dire que quand on parle d'élevage, c'est quelque chose quand même de différent. Quand on parle d'élevage, on parle vraiment d'un contrôle de la reproduction et d'une sélection des individus. Donc l'élevage qui intervient plus tard des bovins, des caprinés, des porcins, au milieu du 9e millénaire avant Jésus-Christ, c'est probablement, dans un premier temps en tout cas, essentiellement un maintien en captivité de ces animaux. Et c'est en fait seulement à peu près un millénaire plus tard, vers 7500 avant Jésus-Christ, qu'on va vraiment enregistrer des modifications morphologiques importantes
qui sont probablement dues à des sélections de la part de l'éleveur. Donc là, on peut véritablement parler d'un élevage. C'est-à-dire qu'on commence à sélectionner tel ou tel animal pour ses qualités. On etc. sélectionne le sexe de l'animal et on sélectionne également ses qualités. Donc à partir du foyer initial de la domestication, ces premiers domestiques ils vont très rapidement diffuser au Proche-Orient. On les retrouve très rapidement en Syrie, en Anatolie occidentale. Et à partir du tournant du 7e millénaire avant Jésus-Christ, ces animaux vont pénétrer en Europe. Et là, ça va être une diffusion plutôt lente, puisqu'il faudra à peu près 3000 ans pour que cette progression se fasse depuis les Balkans jusqu'à la façade atlantique de l'Europe occidentale. C'est une progression lente, on imagine probablement une progression à l'échelle des générations, c'est-à-dire qu'un village s'implante et que la génération suivante implante un nouveau village à quelques dizaines de kilomètres. C'est probablement de cette façon-là qu'a progressé le néolithique. Et alors le néolithique qui pénètre à ce moment-là en Europe, c'est un néolithique global, c'est-à-dire qu'il comprend à la fois un mode de vie sédentaire, des plantes cultivées, des animaux domestiques et de la céramique. Cette progression, elle se fait suivant deux voies essentielles, une voie méditerranéenne et une voie qu'on appelle la voie danubienne, qui passe par le bassin des Carpates et ensuite l'Europe centrale. Et donc ces deux voies se rencontrent en France, sur la façade atlantique. Elles arrivent en Bretagne, chez moi. D'accord. Il y a une question que je voulais vous poser, c'est pourquoi les humains ressentent-ils la nécessité d'inventer l'élevage, de créer l'élevage? Alors pourquoi les chasseurs deviennent éleveurs? Oui. Alors en effet, c'est une question très complexe. On n'est pas du tout sûr d'avoir tous les éléments de réponse aujourd'hui. Il se produit quelque chose au moment quand même de la domestication. On pense pouvoir déceler des changements dans le régime symbolique et probablement dans la conception du monde, avec peut-être l'invention d'une hiérarchisation qui placerait l'homme au-dessus de l'animal. Ça, c'est une thèse qui avait été défendue il y a un peu plus de 10 ans par Jacques Covin. Alors en fait, c'est extrêmement complexe, il y a probablement une combinaison de facteurs qui entrent en jeu au même moment. Il y a un autre élément qui a sans doute joué, c'est un facteur démographique. Et enfin, bien évidemment, quand on parle de domestication, il faut prendre en compte, selon toute probabilité, un facteur alimentaire. Alors ces premières sociétés d'éleveurs continuent de chasser. Et même dans les tout premiers temps de l'élevage, ces sociétés continuent de consommer plus de viande sauvage que de viande domestique. Et concernant l'élevage, donc quand est-ce qu'on voit apparaître, enfin, ce qui caractérise l'élevage pour nos contemporains, c'est les vaches, c'est traire une vache. Oui. C'est le symbole archétypique. Donc ça paraît un truc de fou, c'est-à-dire comment on va arriver à traire une vache qui tranche véritablement entre le comportement de prédateur de l'humain et le comportement d'éleveur. Alors vous avez raison de parler du lait parce que justement, ça fait partie des choses qui vont changer. Le lait, c'est un produit qui va être accessible à l'éleveur et qui n'est pas accessible aux chasseurs, puisque évidemment c'est une production dont on peut jouir en gardant l'animal vivant. Alors non seulement il faut garder la femelle vivante, mais dans certains cas, il faut également garder le petit vivant. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre. Et c'est très particulier parce que ça représente vraiment une intrusion de l'éleveur dans la relation que la femelle entretient avec son petit. Et donc ça va nécessiter d'une façon ou d'une autre que l'éleveur obtienne un consentement physiologique de la femelle de façon à ce qu'elle délivre son lait. C'est-à-dire que si ce geste de la traite est vécu par la femelle comme étant trop intrusif, la femelle, de toute façon, ne délivrera pas son lait, ou en tout cas n'en délivrera qu'une moindre partie. Alors, c'est quelque chose que François Popelin avait décrit comme une révolution pacifique, ou encore une entrée en familiarité. Et François Popelin va même plus loin dans son analyse, lorsqu'il explique que cette familiarité devient telle que finalement, la mise à mort de l'animal devient un meurtre et que l'éleveur, pour intégrer ce meurtre, va devoir en quelque sorte passer un contrat moral avec des divinités qu'il invente pour l'occasion.
Et cette exploitation du lait, c'est quelque chose qu'on pense être très ancien dans l'histoire de l'élevage. On en a différents types de témoins. Les témoins les plus directs, ce sont des témoins iconographiques, des scènes de traite. Ce ne sont pas les témoins les plus anciens, mais ce sont des témoins qui ne présentent aucune ambiguïté. On a également un autre type de témoins, ce sont des témoins céramiques, c'est-à-dire des vases, des poteries perforées qu'on a interprétées comme étant des faisselles. Et ensuite, le troisième type de témoins, ce sont les os des animaux qui sont représentés sur les sites archéologiques. J'ai une question qui me brûle, mais vous n'allez pas vouloir répondre, mais est-ce qu'on a une idée de qui est allé domestiquer les vaches? Est-ce que c'est les femmes ou est-ce que c'est les... Je vois mal les chasseurs poilus aller se caler, garder les veaux, choper un treillon. Alors en tout cas, sur les témoignages iconographiques qui nous sont parvenus, ce sont aussi bien des hommes que des femmes qui sont figurés en train de traire les vaches. Les vaches, Ouais. d'accord. Donc ces témoignages iconographiques, ils sont très beaux. Hein. Ce sont des scènes de traite, la plupart du temps des traites de vaches. Les plus anciens, ils nous sont parvenus en Mésopotamie, et ils sont datés du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et le plus souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le veau est représenté, donc le veau est présent lors de la traite. Alors il y a très probablement une raison physiologique à cela, qui est que peut-être que la présence du veau était nécessaire pour que la femelle délivre son lait. En tout cas, du coup, on est en raison de penser que le veau était maintenu en vie et qu'il y avait partage de la production laitière entre l'éleveur et le veau. Et donc on continuait d'un côté à chasser et de l'autre côté à traire du lait. Enfin, alors, on a décidé de faire des formats très courts, on pourrait vous écouter des heures. Il y a une question que je voulais vous poser, parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes, c'est comment des humains qui ne cessent de bouger vont élever les animaux qui eux-mêmes étaient habitués à bouger, c'est-à-dire bouger en fonction des saisons pour modifier leur alimentation. Comment tout cet ensemble-là va bouger, puisque vous montrez qu'il y a 2 grands courants, en fait, hein, qui aboutissent tous sur les rives de l'Atlantique, ça ne m'étonne pas. Comment on va s'alimenter, enfin, comment ça va se passer? Alors effectivement, c'est quelque chose qui a pu représenter un enjeu technique particulier au néolithique. Pour 2 raisons. La première raison, effectivement, c'est qu'un troupeau domestique, c'est un troupeau qui ne migre plus. Donc ça veut dire qu'il faut que l'éleveur pallie d'éventuels manques saisonniers. Et la deuxième raison, c'est que ces animaux qui sont domestiqués au Proche-Orient et introduits en Europe, pour certains d'entre eux, et c'est le cas notamment de la chèvre et du mouton, sont introduits en dehors de l'aire d'occurrence de leur ancêtre sauvage. Le mouflon oriental, qui est l'ancêtre sauvage du mouton domestique, et la chèvre égagre, qui est l'ancêtre de la chèvre domestique, ne sont pas présents au néolithique. Donc cet élevage qui diffuse en Europe, il nécessite d'acclimater véritablement ces animaux. Alors évidemment, il y a tout un tas de panels de choix techniques qui ont été faits par les éleveurs, parce qu'il faut se confronter à des environnements différents, des climats différents, sous des latitudes différentes. Tout cela a également un poids considérable sur les cycles de reproduction des animaux. On les introduit à peu près partout, même sur des îles, très très vite. On a des indices de l'installation de communautés d'éleveurs, par exemple, à Chypre, dès la fin du 9e millénaire avant Jésus-Christ. Ce sont des animaux qui ont été introduits par bateau. Et 5 millénaires plus tard, à l'autre bout de l'Europe, on a même l'introduction d'animaux sur les petites îles de l'archipel des Orcades, au nord de l'Écosse. Donc vraiment un environnement très particulier, avec des contraintes environnementales très fortes, des hivers froids, humides, et probablement une grosse difficulté pour constituer un fourrage qui permettrait d'alimenter les animaux. Et il se peut que dans ce cas particulier, la clé de l'adaptation de cet élevage ait été le recours aux algues marines. C'est-à-dire qu'on a alimenté les bovins et les capriniers qui étaient introduits sur ces îles à partir des ressources marines en hiver. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas inédit, par exemple, pour les gens qui connaissent la Bretagne, parce que c'est quelque chose qui se fait encore. Et en fait, c'est même une pratique qui est assez répandue en Europe nord-occidentale. On en a des sources historiques qui font remonter la pratique au Moyen-Âge. Et on a en fait également des témoignages archéologiques qui font remonter cette pratique à des temps beaucoup plus anciens, puisqu'on a pu démontrer avec des analyses biochimiques dans des dents de moutons
du 3e millénaire avant Jésus-Christ, que ces moutons avaient été alimentés avec des algues marines en hiver. Donc cette adaptation, on ne l'observe pas dès les premiers temps de l'arrivée des animaux domestiques sur ces îles, mais seulement quelques siècles plus tard. Et ça signifie qu'il y a peut-être eu un temps nécessaire d'adaptation physiologique de ces animaux. Et aujourd'hui, on a sur ces îles une race particulière de moutons, une race endémique qui s'appelle la race Norse-Ronaldsay, qui est bien connue des biologistes parce qu'elle présente la particularité de s'alimenter d'algues marines quasiment toute l'année. Et cette race, elle a des adaptations physiologiques très particulières, puisque ces moutons ont un métabolisme qui leur permet de digérer les algues, qui ne sont pas faites de cellulose comme les pâtures herbeuses, et également un métabolisme qui leur permet d'ingérer des quantités énormes de sel et d'arsenic, puisqu'il y a beaucoup d'arsenic dans les algues marines, sans apparemment d'effets néfastes sur leur santé. Et donc il est possible que cette consommation d'algues saisonnières par les moutons qu'on observe au 3e millénaire avant Jésus-Christ ait été un tout premier pas vers cette adaptation. Et dans ce cas, il faudrait comprendre cette adaptation comme une adaptation qui en fait se fait sur le très long terme. On va s'arrêter là, Marie. Comme je le disais tout à l'heure, on vous écouterait des heures. Ce que je trouve absolument stupéfiant, c'est qu'on voit qu'il y a et merveilleux, hein, c'est qu'on voit qu'il y a une sorte de co-adaptation entre l'homme et l'animal. C'est une coévolution tout au fil du temps. Est-ce qu'on peut parler d'une co-adaptation, ce qui donnerait un regard tout à fait différent sur l'élevage, je trouve. Oui, l'homme adapte l'élevage en optant pour des choix techniques qui doivent être modulés en fonction des contraintes physiologiques et environnementales, évidemment. Et je pense on commence tout juste là à entrevoir la diversité des choix qui ont été faits par l'homme pour réussir à adapter cet élevage à des espaces différents. Et a priori, quand on voit la diversité des pratiques aujourd'hui, même dans le cadre des élevages traditionnels, eh bien, aucun choix technique n'est écarté a priori. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Très bien, très bien.